Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je vais m'exprimer un petit peu sur l'actualité, euh, cette fameuse guerre que nous traversons actuellement. Une guerre nouvelle, une guerre à feu doux. Je m'étais déjà exprimé là-dessus l'année dernière. Mon audio s'intitulait La Grande Dissolution. Donc je pense que cet audio, l'audio que je fais aujourd'hui va un peu corroborer mes propos que j'avais tenus il y a de ça un an. Et puis, bien entendu, à mon niveau, je vais essayer d'apporter quelques nouvelles petites réflexions. Alors, effectivement, oui, nous sommes en guerre. Et le nous sommes en guerre est une phrase qui est sortie de la bouche de notre cher président, monsieur Emmanuel Macron, lors de ses premières allocutions à l'arrivée du Covid-19. D'accord? Parce qu'il est très bon de le faire rappeler. Cette phrase nous sommes en guerre du président n'est pas apparue là très récemment lors des derniers conflits entre l'Ukraine et la Russie. Non, non. Le nous sommes en guerre a fait son apparition à l'arrivée du Covid-19. Donc c'est toujours la même guerre qui se poursuit, mais qui mute. Elle mute un peu comme le Covid, quoi. C'est-à-dire que cette grande guerre se manifeste sur différentes formes. Donc il y a la forme virale, hein, c'est-à-dire le Covid-19, quoi. Ensuite, nous avons la forme militaire, c'est-à-dire la guerre plus classique, avec les engins de guerre et tout, ce qui se passe un peu actuellement en Ukraine. Mais bien sûr, c'est à basse échelle, hein, parce que vous imaginez bien, nous sommes allés tellement loin dans l'ère moderne, tellement loin dans le matérialisme, cette folie matérielle et cette quête matérielle qui a poussé l'individu à toujours vouloir aller plus loin dans la construction d'engins de destruction, qui fait qu'aujourd'hui, une guerre militaire à échelle mondiale ne servirait pas à grand chose parce que là, cette guerre qui aujourd'hui a pour but de basculer d'un ancien monde à un nouveau monde, là, cette guerre mondiale classique sera clairement la fin du monde, hein, parce que ce sera une guerre nucléaire, quoi. Et s'il y a une guerre nucléaire, le monde cesse d'être automatiquement. Hein, il n'y a pas de monde d'après, il y a rien du tout. Donc ce serait pas avantageux, bon, déjà pour nous autres, bon, ça c'est clair, hein, ça paraît évident, mais aussi pour cette contre-élite, hein. Car les va-t-en-guerre d'aujourd'hui, qui hier étaient des covidistes, bon, ils le sont toujours, hein, et les va-t-en-guerre sont très souvent covidistes, pour ne pas dire tout le temps, et ben ne gagneront rien à ce qu'il y ait une guerre mondiale et que le monde cesse d'être, quoi. Bon, cette guerre peut prendre aussi la forme climatique, hein, peut jouer sur le levier climatique. Vous avez remarqué que le système est très à cheval dessus aussi. Bon, en bref, ce qu'il faut comprendre, c'est une guerre à feu doux qui mute sans arrêt afin que nous puissions avancer progressivement vers le monde de demain. C'est-à-dire que nous aurons des conséquences d'une guerre, bien évidemment, parce que la guerre joue le rôle de destruction, hein, détruire l'ancien monde. Et croyez-moi qu'ensuite, lorsque le peuple est à plat ventre et il se trouve démuni de tout, il n'aura pas d'autre choix que d'aller dans les bras, dans les grands bras ouverts de nos futurs maîtres antichristiques. Alors, il faut savoir aussi que les guerres mondiales ont toujours engendré d'énormes transformations, hein, dans l'ordre mondial. La Seconde Guerre mondiale, par exemple, a créé des changements radicaux dans les attitudes et dans les croyances sociales. Beaucoup de choses ont changé après la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, je sais pas, l'entrée des femmes sur le marché du travail. Ça, c'est à l'époque, c'était perçu comme une révolution. Vous voyez. Donc, il faut bien garder à l'idée qu'après chaque guerre mondiale, le monde et l'humanité est transformé. Et il faut apporter une autre précision aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec cette guerre virale, hein, une des manifestations de cette nouvelle guerre mondiale, ben cette guerre virale impose au monde entier un ennemi commun, qui est le Covid. Le monde entier a pour seul ennemi le Covid-19. Donc il y a de très fortes chances qu'après le Covid-19, l'humanité change considérablement. Je rappelle que la peste noire, qui était beaucoup plus localisée, bien qu'elle s'étendait, il me semble, dans l'Eurasie, l'Afrique du Nord et un peu l'Afrique subsaharienne, bref, ben, cette peste noire en question a permis de basculer l'ère féodale à la modernité. Donc il y a bien eu un monde d'avant la peste noire et un monde d'après la peste noire. Hein, deux mondes totalement différents, hein, parce que le monde féodal et le monde moderne, là on peut parler de changement radical, hein.
Et ben vous imaginez bien que le Covid, qui lui est plus mondial, permettra de changer la face du monde entièrement. Alors je pense que vous l'avez remarqué aussi, cette manière constante des journaux, des médias, de nos politiques, de maintenir la peur, la psychose et la terreur. J'en avais déjà parlé dans mes anciens audios. Ça, c'est la condition de la soumission. C'est-à-dire un peuple terrifié et par conséquent un peuple fragile et vulnérable. Donc totalement manipulable. Alors bien sûr, dans un premier temps, cette atmosphère terrifiante permet de faire perdurer la crise, donc permet d'étirer la guerre, donc en d'autres termes permet d'avancer lentement, très doucement, mais sûrement vers leur projet satanique, et permet également de faire accepter l'inacceptable au peuple, voire même éduquer le peuple à se complaire dans la précarité et dans le rétrécissement de liberté. Ce qui renvoie bien entendu à cette phrase choc sortie de la bouche de l'ignoble Klaus Schwab, ce grand économiste qui a théorisé sur le grand reset, la grande réinitialisation. Grand reset qui passe encore une fois par cette guerre. Bon, bref, cette phrase qui est « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Ah là là, quel beau projet en perspective. Ce qui est marrant dans tout ça, pour revenir sur le thème de la peur et de la terreur, bon, la terreur c'est la racine du mot terrorisme. Et dans l'inconscient général, le terrorisme est apparenté à l'islam. L'islam ou l'islamisme, comme l'aiment si bien dire les médias occidentaux, c'est du terrorisme. Zemmour en a fait son cheval de bataille, d'ailleurs il est aimé pour ça, il est adulé pour ça. Il est monté aussi, boosté par le système pour ça. Boosté bien entendu de manière très sournoise et très malsaine, c'est-à-dire en épouvantail. C'est pas parce qu'une personne est diabolisée qu'elle n'est pas boostée. On booste les gens en diabolisant les gens, c'est une technique que la famille Le Pen a largement profité d'ailleurs, surtout le père. Mais il est tout de même assez marrant de voir que, à l'aube de ce nouveau monde antichristique, l'islam est désigné comme la terreur et les covidistes, les va-t-en-guerre, désignés comme la lumière. C'est vraiment l'expression la plus claire du satanisme, c'est-à-dire de l'inversion. Non mais quoi plus terrifiant que le nucléaire? Le nucléaire qui a déjà été lancé à 2 reprises par les États-Unis, sur Hiroshima, Nagasaki. Ce sont des actes terroristes. Il n'y a pas plus terrifiant que ça. Je pense que l'humanité n'a pas connu plus terrifiant que ça. Donc quand aujourd'hui des Zemmour ou d'autres vous parlent sans cesse d'islamisme et de terrorisme, là on est vraiment dans l'hypocrisie crasse. Ça va au-delà même de l'hypocrisie. Je pense que là c'est du satanisme. J'ai pas d'autre terme. Faut vraiment être malsain, malhonnête. Et quand on observe bien, accuser l'islam de terrorisme, c'est d'une certaine manière inverser les rapports. C'est accuser en fin de compte le bougnoul, parce que dans l'inconscient général, le musulman est un arabe très bas du front, c'est pour montrer le niveau. C'est d'accuser le bougnoul de se comporter comme les occidentaux. En fait, c'est le comble de la contradiction. Il faut savoir également qu'au temps de la guerre froide, la non-belligérance des deux grands s'appelait l'équilibre de la terreur. Donc, en fin de compte, le terrorisme islamiste, c'est le terrorisme du pauvre. Bon, après, il est parfaitement logique que la dernière expression de la tradition primordiale qui est l'islam soit vue comme les ténèbres à l'aube de ce nouveau monde antichristique, qui objectivement, lui, est les ténèbres. Après, c'est une question de point de vue. Mais objectivement, tout est à sa place et il n'y a pas à se scandaliser pour ça. Alors bien sûr, je dis pas que l'islam est exempt de tout reproche, bien évidemment. L'islam est assez rongé de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il réside encore au sein de l'islam une certaine lumière qui ne peut être que bénéfique pour une personne qui est en quête de salut ou qui veut obtenir la délivrance, qui sait. Bon, maintenant je vais m'exprimer un peu sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. Alors on vit une époque extraordinaire où on se doit de choisir un camp. Nous, pauvres petites vaches à lait, pauvres peuples, nous devons absolument choisir un camp. D'accord? Soit nous sommes pro-UE, pro-OTAN, ou bien pro-russe, soit nous sommes pro, je ne sais pas moi, vaccination ou anti-vax,
Soit nous sommes pro-Charlie ou Koulibaly. Bon bref, il faut toujours choisir un camp. Nous devons d'une certaine manière obligatoirement choisir un camp. Et nous, résidant en France, eh ben, nous devons être obligatoirement du côté de l'OTAN, du côté de l'UE, c'est-à-dire le camp du bien, le camp de la doxa, de la bien-pensance. Et tous ceux qui sont pro-russes ben, seraient obligatoirement du côté obscur de la force. Alors que bien évidemment, nous n'avons pas à prendre parti. Hein. Absolument pas. Et il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Hein. C'est deux blocs qui se battent pour la suprématie. Bien que, bon, je dois admettre, je parle en mon nom, je trouve très nettement que le bloc de l'Est, hein, le bloc russe, est beaucoup moins décadent que le bloc de l'Ouest, hein, c'est-à-dire notre camp à nous. Pour moi, il n'y a pas photo. Mais de là à dresser un portrait idyllique du camp russe, faisant croire que c'est par là qu'on obtiendra le salut, euh, je pense voilà, faut être beaucoup plus nuancé. C'est vrai que c'est un discours qui est assez redondant dans la sphère, on va dire, dissidente, hein, pour le peu de dissidence qui existe encore aujourd'hui. Mais je pense que la réalité est quand même beaucoup plus complexe que ça. Cela dit, la tradition est encore en vigueur hein, dans le bloc de l'Est, hein, faut le reconnaître. Il y a encore l'Église orthodoxe, bon, qu'il faut dissocier catégoriquement de l'Église catholique, qui a vendu son âme depuis bien longtemps, Vatican II, qui a sonné le glas de l'Église catholique. C'est là où l'Église catholique a fait allégeance à la modernité. Et je dirais même allégeance à la contradiction. Hein. Parce que quand on observe un peu plus près, notamment Nostra Aetate, qui est la déclaration du Concile Vatican II sur la relation de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes, ben, c'est un peu dramatique hein, quand même. Hein, le fait que l'Église catholique, en fin de compte, finit par reconnaître le peuple juif. Après, certes, il faut le dire, une multitude de tentatives de récupération de la part des sionistes. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a eu énormément de rencontres de sionistes notoires euh, avec des grandes personnalités catholiques, hein, notamment des papes. Il y a eu, je sais pas moi, le pape Pie X devant Hertz, il y a eu Gaspari devant Sokolov, il y a eu Paul V ou Paul VI pardon devant Abba Eban et plein d'autres. Et aucun pape à l'époque a voulu reconnaître le peuple juif, parce que reconnaître le peuple juif de la part d'un catholique, c'était d'une certaine manière trahir l'Église. Parce qu'il faut bien comprendre que le catholicisme n'est pas une tradition, on va dire, à part entière, si je peux m'exprimer ainsi. C'est la non-reconnaissance du message de Jésus par les Juifs qui fait le catholicisme. Si les Juifs auraient reconnu Jésus, il n'y aurait pas eu de catholicisme. Et Jésus était venu apporter des modifications sur la loi hébraïque, d'une certaine manière. Donc, lorsque les maîtres catholiques reconnaissent le peuple juif, alors que ces derniers n'ont jamais reconnu Jésus, et encore moins le peuple chrétien, ben c'était terminé, quoi. Donc le sionisme, qui est une sorte de judaïsme dévié et politique, a réussi à soumettre l'Église catholique à ses fins messianistes et contre-traditionnelles. C'est-à-dire qu'auparavant, des papes comme Pie X, qui avaient dit noir sur blanc, les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur, donc par conséquent, nous ne pouvons pas reconnaître le peuple juif. Et ben aujourd'hui, vous avez le pape, dont j'ai oublié le nom, qui est covidiste, bling bling, pro-vaccin, qui a une dent aussi envers l'islam. Bref, c'est catastrophique, quoi. Bon, c'était une petite digression. Donc oui, l'église orthodoxe russe n'a strictement rien à voir avec tout ça. Mais bon, l'état du peuple a l'air tout de même assez décadent à un certain niveau, même si beaucoup moins décadent que l'état actuel du peuple de l'extrême occident, de l'occident de l'ouest. Je trouve aussi qu'il y a un symbolisme assez intéressant à soulever dans ce rapport est-ouest. Il faut savoir que la lumière, ou plutôt le soleil, se lève à l'est et se couche à l'ouest. Bon, c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que le rapport Orient-Occident n'est pas forcément, n'est pas à 100% géographique, quoi. C'est un peu plus complexe que ça. Mais ce symbolisme existe bien quand même. Il a quand même une signification. Hein. Bien qu'elle soit relative, mais elle a quand même une signification. C'est-à-dire que on peut dire que nous sommes à l'endroit où le soleil se couche. Et l'Occident, qui dans l'esprit général des gens renvoie souvent à l'ouest, mais je rappelle que l'Occident, la racine du mot Occident est oxyre, qui veut dire tuer, mourir. C'est-à-dire la zone où le soleil disparaît, où la lumière disparaît. D'ailleurs, le Maroc, en arabe se dit Maghreb. Maghreb veut dire Occident.
Et quand on regarde bien géographiquement, le Maroc est le pays, on va dire, d'Orient, le plus à l'ouest, le plus occidentalisé, quoi. Et on peut donc considérer les États-Unis comme l'extrême Occident. Et regardez bien, la Chine, qui elle se trouve plus à l'ouest, se fait appeler le pays du soleil levant. Bon, c'est-à-dire qu'il y a comme qui dirait une opposition des ténèbres bien denses face à des ténèbres un peu plus éclaircies, on va dire. Car je ne dirais pas non plus que le bloc de l'Est est une zone de lumière, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a opposition entre le bloc contre-traditionnel, c'est-à-dire notre bloc, c'est-à-dire le bloc post-moderne, le bloc de l'indifférencialisation, le bloc de la dissolution. Vous remarquerez, hein, c'est aujourd'hui dans notre zone géographique, il est très compliqué d'identifier une personne par son sexe, par son genre ou par sa race. C'est très mal vu parce que chez nous, l'être nouveau n'est rien de tout ça. Il est tout à la fois. C'est l'être du monde, l'être du rien en fait. Donc je disais notre bloc, bloc parodique et antichristique, qui affronte le bloc de l'Est, qui est à un état de décadence moins avancé, c'est-à-dire qui est encore peut-être à l'ère moderne, ou avec un petit zeste de tradition encore, qui a su préserver encore une certaine virilité, une certaine dignité, de certaines valeurs qui, faut reconnaître chez nous, se sont carrément volatilisées. Alors il est assez drôle aussi de voir que notre camp, hein, le camp de la paix, ouais, les apôtres de la paix, les démocrates, sont les plus gros va-t-en-guerre qui existent. C'est-à-dire ceux qui ont le mot paix, hein, continuellement dans la bouche, le mot paix, le mot liberté, les mots comme l'égalité, sont les plus gros va-t-en-guerre, les plus gros sanguinaires. D'ailleurs, c'est toujours au nom de leur supériorité matérielle que les grands égalitaires veulent imposer leur civilisation au reste du monde. C'est quand même une hypocrisie monstrueuse quand même. Il y a souvent cette manie aussi de pointer Poutine comme un nazi. Vous voyez, ils exècrent tout ce qui renvoie au nazisme, pardon, au fascisme, mais pas spécialement pour des questions racistes, quoique, parce que le racisme aussi, ils veulent plus en entendre parler, non pas pour des questions morales, hein, mais c'est plutôt la race, ils veulent pas entendre parler de la race. Donc lorsqu'une personne revendique sa race, voilà, ça leur donne des boutons, ils peuvent pas. Parce qu'il faut pas s'y méprendre, hein. D'un point de vue extérieur, on a tendance à croire que voilà, que c'est du moralisme et tout, mais le fond est beaucoup plus vicieux et pernicieux que ça, hein. Donc oui, je disais qu'ils exècrent le fascisme et le nazisme, car ces deux idéologies politiques en renvoient à l'ordre. Il y a un ordre, il y a une autorité. Bien que ces deux courants dans l'histoire ont créé des choses, bon, c'est clair, assez atroces, mais c'est plus l'ordre qui les agace. Ils veulent plus entendre parler d'ordre et d'autorité. Car nous avons affaire à des agents du désordre, du chaos, orchestrés, bien évidemment. Et Poutine incarne tout ce que le nouveau monde ne veut plus voir, ne veut plus entendre parler, c'est-à-dire le mâle blanc, debout et viril, attaché à un certain code, à une certaine éthique. Et bien évidemment, je ne dis pas que Vladimir Poutine aussi est exemple de tout reproche, bien entendu. Alors oui, comme je disais, les apôtres de la paix veulent absolument cette guerre. Parce que cette guerre, encore une fois, a bon dos. Et le but, on sent vraiment que le but est de pousser la Russie vraiment à bout pour qu'il y ait effectivement réaction et pour justifier certaines mesures sur notre territoire. C'est-à-dire qu'on se doute bien qu'il y aura des mesures très très dures qui vont voir le jour les mois prochains ou les années prochaines. Et nos élites politiques mettront ça sur le dos des Russes. Un peu comme le Covid-19, hein. Quand le Covid-19 est apparu, on a tout mis sur le dos des Chinois. Ouais, la Chine, la Russie, c'est bon. C'est la même chose, c'est là-bas, c'est les méchants. On a dit que c'est 2-3 Chinois qui ont mangé trop de pangolins et de chauves-souris, qui ont lâché un P et qui ont intoxiqué la planète entière. Ben là, c'est plus ou moins la même chose. Vous avez le bloc de l'Ouest, l'Europe de l'Ouest et l'Amérique, qui sont là, qui sont en train de narguer, de chatouiller un peu les Russes, hein. Il y a vraiment la volonté à les isoler au maximum, à les ostraciser au maximum, les marginaliser au maximum, en sachant pertinemment que nous dépendons énormément des Russes d'un point de vue énergétique, le gaz, le pétrole et tout, etc. Et à savoir que le gaz, le pétrole, c'est la base de la production, hein. Donc ça va se sentir, hein, au niveau des matières premières, le blé, etc. Donc bon, les Russes peuvent nous couper les vivres, hein, tout simplement, hein.
Et je pense que c'est le but recherché de nos élites. Et là, on sera clairement dans les grandes lignes du grand reset, quoi. Ce sera l'ère du rationnement euh, et toutes les autres mesures. Je ne sais pas, il sera plus question de voitures individuelles, de maisons individuelles. Le grand reset. Hein. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. La chose maintenant qui reste à savoir, c'est est-ce que Poutine a conscience de tout ça, ou est-ce qu'il joue le jeu, ou est-ce qu'il se défend tout simplement. Ça, c'est une question que je me pose. Parce que très sincèrement, je le vois pas tout blanc. Hein. Mais bon, ça reste à voir. Quoi qu'il en soit, bon, là, pour l'instant, il est dans voilà, dans une position de défense. Hein. Je veux dire, l'OTAN l'encercle, il se sent menacé, il réagit tout simplement. Je rappelle qu'en 1962, les Soviétiques avaient installé des missiles à Cuba. Et Kennedy, l'ancien président des États-Unis, avait dit aux Soviétiques, si vous enlevez pas tout de suite les missiles de Cuba, c'est la guerre nucléaire. Voilà. Les Soviétiques ont rétropédalé, et puis voilà. Donc là, c'est exactement la même chose. Voilà. L'Ukraine, qui est une zone tampon, il me semble que ça veut dire frontière. C'est même pas vraiment un pays à part entière, hein. C'est rempli de communautés. Il y a les gens du Donbass qui sont russophones, vous avez les Ukrainiens beaucoup plus euh, occidentalisés, si on peut dire. Je veux dire, c'est pas un vrai pays, quoi. Donc le fait que ce pays soit armé, enfin que l'OTAN soit là à l'entrée de la Russie, vous imaginez bien que ça va pas faire plaisir à Poutine, quoi. C'est logique. Bref, je vois aussi cette Ukrainomania, je sais pas comment on pourrait appeler ça là, qui est assez insupportable. Les drapeaux de l'Ukraine partout, c'est vraiment, mais c'est. Des fois, on a envie de dire à Poutine de lâcher Satan 2, quoi, et puis qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, parce que c'est trop, quoi. Je vois aussi, il y a une omerta totale sur les néo-nazis ukrainiens. Parce qu'il faut savoir qu'à la Seconde Guerre mondiale, lors de l'invasion de l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler, les Ukrainiens ukrainophones ont voulu rejoindre cette Allemagne nazie pour justement se défaire de la Russie et voilà et défendre leur indépendance. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, jusqu'à nos jours, ben, il y a des Ukrainiens néo-nazis quoi. Bon, vous pouvez être sûr que les médias mainstream ne vont jamais parler de tout ça. Et les sionistes également, eux qui sont très sensibles sur la question nazie, n'en parleront pas du tout. Ça, c'est autre chose. En Chine aussi, il y a exactement le même problème hein, avec Taïwan. Bref, faudra regarder ça de près. Il y a une chose aussi que j'aimerais dire, c'est que, je sais pas, les mêmes qui défendent l'Ukraine bec et ongle face aux Russes ne se sont jamais sentis défenseurs des Corses. En plus, avec l'affaire qu'il y a en ce moment avec Colonna, bon, c'est assez marrant. Des Antillais, des Kanaks, non. C'est quand même marrant. Hein. Bon, vous avez remarqué aussi que le Covid actuellement est à stand-by. Je pense qu'il va refaire son apparition après les élections. Peut-être avant, je ne sais pas. Peut-être pendant cet été. Peut-être ils vont redemander au peuple de se vacciner. Le Covidisme va refaire son apparition. Il est toujours là, hein, sauf que là, pour l'instant, il est occupé. Ses yeux sont rivés vers l'Ukraine. Il veut absolument cette guerre en tant que Covidiste, si vous avez compris les raccourcis. Bon, moi, je vais conclure cet audio en conseillant à mes auditeurs à ne pas trop se préoccuper de ce qui se passe actuellement en Russie, en Ukraine. C'est une perte de temps absolue et puis ça va pas vous faire du bien mentalement. Hein. Vous serez encore plongé dans cette psychose, dans cette terreur. Retournez à Dieu, ça je le répéterai jamais assez. Anticipez aussi, on ne sait jamais, sur les provisions. Hein. Il y a Madame Farida Belgoul qui avait fait une vidéo déjà il y a de ça 2-3 mois qui insistait dessus. Elle avait bien raison. Faites vos provisions hein, parce que il est fort possible que dans les mois à venir ou dans les années à venir, ça risque d'être un peu compliqué. On n'est pas à l'abri de pénurie, car nous sommes en guerre, hein, je vous le rappelle. Il faut prendre ça au mot. Donc, faites vos provisions, retournons à Dieu, laissez-les dans leur guerre ou leur fausse guerre extérieure, concentrons-nous sur notre guerre à nous, intérieure, qu'on appelle le djihad en islam. Ne participons pas à cette grande mascarade. On peut être certes physiquement présent, mais préservons notre cœur. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.